Merci beaucoup. Le micro, c'est bon, ouais. Merci beaucoup. Merci à tous de rester pendant cette longue matinée. J'espère que je vais essayer de vous dynamiser un petit peu pour que vous arriviez à tenir jusqu'au repas de midi. L'idée, en fait, ici, c'est de vous présenter un petit peu sous le prisme du traité mondial du plastique, les nouvelles questions, les nouveaux défis, en fait, que les scientifiques ont à faire face pour essayer de comprendre un peu mieux cette pollution plastique et essayer d'agir, en fait, sur cette pollution plastique. Donc, j'ai décidé de faire mon exposé que je vais faire à peu près d'une demi-heure, un peu raccourci, de sorte qu'on n'ait pas plus de temps sur les questions. Sur trois parties. Le premier sur qu'est-ce que c'est que ce traité mondial du plastique et quel rôle les scientifiques peuvent jouer en fait sur ce traité mondial du plastique. Ensuite, je vais vous rappeler un petit peu la nouvelle façon de réfléchir le plastique, non plus comme un déchet, mais comme un cycle complet. Donc, on parle maintenant de cycle de vie du plastique. Et puis, on parlera éventuellement pendant le débat des solutions qu'on peut apporter à cette pollution plastique qui peuvent être variables. Et on va essayer de distinguer le vrai du faux dans ces solutions qui sont proposées. Alors, première chose, en fait, peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler, en fait, depuis 10 ans, on est passé de 3 à 6 des limites planétaires qui ont été franchies sur la planète. Vous connaissez ces 9 limites planétaires, en fait, qui montrent quelque part, une fois qu'on aura dépassé ces 9 limites planétaires, on ne saura plus prédire les accidents qui pourront arriver derrière et qui pourront mettre en danger la vie humaine. Donc en fait, ces limites planétaires, elles ont été fixées depuis 2023, elles ont été largement médiatisées et également largement fournies par de nombreux scientifiques qui ont repris ces histoires de limites planétaires et qui sont maintenant vraiment avisées. Il faut savoir en fait que le plastique, lui, il va contribuer à au moins... Il contribue classiquement à toutes, mais en réalité, il va agir sur 3 majoritairement. La première, elle est évidente, c'est ce qu'on discute ce matin, c'est la pollution. Donc là, de l'extraction du pétrole jusqu'à la fin de vie des plastiques, en fait, on va avoir un effet sur la pollution. Et puis, évidemment, en fait, le plastique va jouer un effet sur la biodiversité parce qu'il va modifier énormément les habitats et vous allez pouvoir on va pouvoir le voir ensemble ensuite. Et également, en fait, il joue un rôle essentiel dans le changement climatique. On considère que c'est l'équivalent de 5% des gaz à effet de serre qui sont liés à la production, l'exploitation et les déchets en fait, qui sont liés au plastique. Donc c'est un polluant en fait, qui est certes à la mode, mais qui est en même temps, en fait, il touche le citoyen, il va toucher même les hommes politiques. Et en même temps, en fait, c'est un cortège de plein d'idées qui sont derrière ce qu'on appelle les déchets et qui sont vecteurs de pollution et qui sont du coup, en fait, particulièrement discutées. Et c'est ça qui a été lancé à partir de 2021, fin 2021-2022, où 2 pays en fait complètement opposés, un pays africain, un pays très développé, ont lancé une idée aux Nations Unies de faire un traité mondial du plastique. Alors ce traité mondial du plastique, un traité mondial en fait, ça prend des dizaines d'années à se monter. Vu l'urgence en fait géopolitique et l'urgence lancée par les scientifiques sur cette pollution plastique qui devient vraiment catastrophique, on est 3 ans après le début de ces négociations. Normalement, au mois d'août, devrait se signer en fait, ce traité mondial. On devrait avoir les dernières négociations discutées à Genève. Donc on est pas mal de scientifiques à y participer. Et on a un rôle en fait, dans ces négociations depuis 2021, en fait, depuis le début des discussions sur le traité mondial, on a créé ce qu'on appelle la coalition scientifique internationale. Vous connaissez le GIEC, c'est un peu l'équivalent. L'idée, en fait, c'est d'avoir une coalition de scientifiques. On est plus de 450 membres maintenant de pas mal de nationalités. Il y a plus de 65 nationalités maintenant qui sont présentes, avec l'idée de contrebalancer une science qui ne serait pas indépendante, qui serait dirigée par des industriels. Là, l'idée, en fait, c'est de présenter en fait, une science qui est vraiment indépendante, sous couvert des articles scientifiques. Et à chaque fois qu'on annonce quelque chose, en fait, on a derrière nous en fait, un cortège de scientifiques qui ont fait des travaux, et comme ceux qui vous ont été présentés ce matin, c'est ça qu'on va utiliser quand on va discuter avec les chefs d'État, avec les représentants des différents pays.
Donc notre rôle, en fait, essentiellement, c'est d'informer. On a eu une évolution énorme en fait dans le traité mondial du plastique qui était au départ dirigé essentiellement par des intérêts économiques. Et face aux enjeux et aux démonstrations qu'on a pu faire de l'impact de ces plastiques sur l'environnement, on a vraiment eu une évolution en fait sur la façon de réfléchir cette pollution plastique. Alors on fait face à des lobbies qui sont parfois agressifs, parfois qui viennent nous titiller sur nos connaissances scientifiques, mais c'est particulièrement intéressant en fait parce que ça permet de voir une opposition qui est même obscurantiste des fois, en fait, qui va dire des choses complètement des inepties, mais en fait ça nous oblige tout le temps, à chaque fois qu'on va donner un message, de montrer que la science indépendante, elle est capable d'être argumentée par rapport à des lobbies qui ont des intérêts complètement économiques et qui, malheureusement, ont beaucoup plus de moyens que nous. Parce que quand on va là-bas, on paye ça sur nos fonds propres de chercheurs. On n'est pas soutenu particulièrement en fait, par nos instituts. Ça dans le monde entier. Ça ne concerne pas seulement les Français. Et puis, en fait, les lobbyistes, en face de ça, ils organisent des événements avec des petits fours, avec un côté théâtral, en fait, que nous, on ne dispose pas du tout. Ils sont beaucoup plus nombreux, en fait, nous, que les scientifiques lors du traité mondial. Et ils ont un rôle, en fait, qui ne cesse de croître, en fait, dans ce traité mondial du plastique. Ça fait partie du jeu, c'est pas nouveau. Toujours est-il que, pour moi, c'était les premières fois où j'étais confronté à cette vision politique, en fait, de comment on peut utiliser la science pour la détourner et pour essayer de faire passer des intérêts économiques avant la conscience scientifique. Donc c'est intéressant et en même temps, c'est assez intéressant de voir comment les délégués nationaux peuvent être influencés par des lobbies. Et nous, l'idée, en fait, vraiment, avec cette coalition scientifique, c'était vraiment de montrer notre sérieux et on a été reconnus d'année en année. En fait, on participe à toutes ces négociations. Et en fait, aujourd'hui, on a vraiment un rôle qui a été souligné, en fait, par les Nations Unies et on est assez fiers de ça, dans le sens où il y a une certaine... Alors, évidemment, on n'a pas la vérité, mais c'est vraiment intéressant en fait, de pouvoir s'appuyer sur toutes ces études, tous ces collègues, en fait, et de pouvoir dire que la science est là derrière pour pouvoir répondre à des questions assez simples, en réalité. Alors, les avancées des négociations, on les appelle ça les INC, elles ont été assez énormes en fait. Au départ, c'était essentiellement, on va parler du recyclage et du fait qu'il y a certains pays qui collectent pas suffisamment et le problème du déchet, il vient de là. Et le problème de la pollution plastique, elle vient de là. Donc ça, c'est ce qui a été vraiment balayé et on a passé beaucoup de temps en fait à expliquer pourquoi ça n'était vraiment pas la solution de dire que l'important c'est de nettoyer. Le message qu'on a donné vraiment, c'est quand on a une fuite d'eau par exemple, on peut nettoyer pendant des années, mais en fait tant qu'on coupe pas le robinet, en fait, on résout pas le problème. Et on est passé vraiment à des objectifs qui sont différents vers la réduction de la production mondiale de plastique avec tous les problèmes, vous imaginez, qu'il y a derrière, parce que là on s'attaque directement aux producteurs de pétrole. Donc on a eu pas mal aujourd'hui, il y a encore ça, de stratégies d'obscursion, en fait, d'obstruction, pardon, d'un petit groupe de pays, pour ne pas les nommer, l'Arabie Saoudite, la Russie, tous les pays producteurs de pétrole, en fait, pas tous, mais majoritairement, les pays du Golfe essentiellement, producteurs de pétrole. Mais d'un autre côté, en fait, on a, alors là j'avais marqué 110 pays, maintenant on est à 134 pays qui sont des pays de la haute ambition et qui ont adhérer en fait au discours scientifique qui était de mettre en avant la réduction de la production de plastique mondiale, de mettre en avant la responsabilité élargie des producteurs, de mettre en avant également la réglementation sur la toxicité du plastique qui vient essentiellement des additifs qu'on met à l'intérieur du plastique, tous ces produits chimiques en fait qu'on met à l'intérieur. Alors pour vous faire comprendre tout ça, j'ai décidé dans une deuxième partie donc, de vous parler du cycle de vie du plastique pour que vous ayez une meilleure vision en fait, de ce que c'est que le problème du plastique. La première chose à comprendre, en fait, c'est que 99% du plastique qu'on a aujourd'hui est de source pétrochimique. On a un tout petit peu de biodégradable, ça représente moins de 1%, mais la réalité de la production de plastique mondiale, c'est 99% du plastique vient du pétrole. On considère que c'est entre 5 et 7% de l'utilisation mondiale du pétrole qui est faite pour faire du plastique. Donc en fait, quand on tient compte du cycle de vie du plastique complet, on a à la fois
extraction du pétrole, et puis ensuite on va produire le plastique qui va être distribué. Donc on a tous des bilans en fait carbone par rapport liés à cette distribution dans le monde entier, parce que c'est des produits qui se baladent dans le monde entier, qui vont passer quelques temps dans le consommateur, mais pas finalement énormément de temps. La plupart d'entre eux, en fait, la plupart des plastiques qu'on va utiliser ont une durée de vie de 4 jours, 5 jours dans nos mains, en moyenne, en fait, de tout ce qu'on va utiliser. Donc, majoritairement, on va utiliser des plastiques à usage unique et des emballages. C'est eux qui sont les plus produits au monde aujourd'hui. C'est à peu près de la moitié des plastiques aujourd'hui qui sont produits sont des plastiques d'emballage. Et ensuite, ces plastiques vont devenir des déchets. Et là, il y a des chiffres en fait qu'il faut bien avoir en tête. C'est que la réalité des déchets aujourd'hui, c'est que la majorité vont être incinérés ou enfouis sous la terre. Donc 80% de nos déchets, ils sont soit incinérés, soit enfouis. 10% vont finir dans l'environnement. Et seulement moins de 10% en réalité vont être ce qu'on appelle recyclés. Donc je vais vous raconter un petit peu ce que c'est cette histoire de recyclage, mais vous vous rendez compte en fait qu'aujourd'hui, on a inventé cette merveilleuse poubelle jaune qui résout tous les problèmes, dans lesquels on peut mettre tous nos déchets, tous nos emballages en tout cas. Et vous vous rendez compte que la majorité de vos déchets aujourd'hui sont ces emballages que vous mettez dans la poubelle jaune. Et en réalité, en fait, il y a seulement 10% de ça qui est décyclé. On n'appelle même pas ça recyclé, c'est-à-dire que, comme on va le voir après, en fait, le plastique ne peut pas être recyclé. Alors, pour donner un petit peu un contexte général de notre rôle de scientifique aussi, c'est le rôle de donneur d'alerte. C'est ce qu'on a vu depuis ce matin en fait sur la pollution. On est là aussi pour donner des valeurs exactes de ce qu'on peut retrouver. Et j'ai pris l'exemple de la Méditerranée notamment, où on avait fait une expédition avec la Fondation Tara Océan en 2014, pendant 8 mois, on a fait le tour de la Méditerranée, pour faire un état des lieux de la pollution par les microplastiques. Ces microplastiques, c'est ceux qui sont issus de la dégradation des gros morceaux. Ça va assez vite, en fait, en quelques allez, 5-10 ans. Tout le plastique qu'on consomme, une bouteille en plastique par exemple, va se transformer en microplastique. C'est la taille de moins de 5 mm. Vous voyez ce que ça fait à peu près sur un double décimètre. Donc tout ce qui est inférieur à 5 mm, on classe ça dans la taille des microplastiques. La concentration des microplastiques qu'on a trouvé en Méditerranée, elle est équivalente à la concentration de ce qui est vivant de la même taille, qu'on appelle le zooplancton, qui est un peu la base de la chaîne alimentaire. Donc là, on fait face, en fait, devant nous, la Méditerranée, à la mer la plus polluée du monde en microplastiques. Et on donne comme exemple, en fait, que dans certaines zones de la Méditerranée, on a autant de microplastiques que de zooplancton, c'est-à-dire que dans l'assiette que vous mangeriez à midi, parce que vous avez vraiment faim maintenant, là, eh ben, vous mettrez à la moitié de plastique avec la moitié de votre nourriture. Ça, c'est les chiffres maximum qu'on peut retrouver aujourd'hui en Méditerranée. On est plutôt du l'ordre de 15-20% en fait, de microplastiques par rapport au zooplancton de manière moyenne en Méditerranée. Donc pourquoi cette Méditerranée est particulièrement polluée? Parce que là, c'est des prélèvements de microplastiques qui sont réalisés en surface. Vous savez que les eaux de surface, en fait, elles restent beaucoup en Méditerranée. Le taux de renouvellement des eaux, c'est 90 ans. Un plastique, ça a une durée de vie de plus d'une centaine d'années. Et les eaux de surface, en fait, vont plutôt rester en Méditerranée, puisque les eaux méditerranéennes, en fait, sont plus denses, puisqu'elles sont plus salées. Du coup, c'est comme ça qu'elles arrivent à sortir du bassin. Donc, l'accumulation, elle est due à la fois à des usages vraiment très différents des plastiques entre les pays du Nord et les pays du Sud, avec des systèmes de collecte qui sont assez différents, mais des quantités de plastique, de microplastiques qui viennent des fleuves du Nord ou du Sud qui sont à peu près équivalentes en réalité. Alors aujourd'hui, on arrive à quantifier assez bien maintenant la quantité de microplastiques qui arrivent des fleuves et qui finissent dans les océans, parce que on sait que plus de 80% de la pollution plastique, elle vient des continents. Donc on a à peu près entre 8 et 12 millions de tonnes de plastique qui sont jetés chaque année, en fait, qui passent en fait, des fleuves à l'océan. C'est l'équivalent à peu près d'un camion-benne par minute qui est libéré dans les océans. Donc aujourd'hui, on a de plus en plus de données par rapport à il y a une dizaine d'années. Et on arrive à faire des prévisions de plus en plus fines, mais qui se maintiennent globalement, de dire que voilà, aujourd'hui en 2025, on a à peu près 1 tonne de plastique pour 3 tonnes de poissons. Avec la situation de la surpêche et l'augmentation de la pollution et de la production de plastique, si on ne change rien, on estime qu'en 2050, on aura autant de plastique que de poissons en masse dans tous les océans du monde. Pour vous dire le côté catastrophique en fait, de la situation. Alors,
je vous ai parlé des microplastiques, mais maintenant on est allé un petit peu plus loin, on va beaucoup plus loin maintenant dans l'analyse de ces microplastiques par rapport à ce qu'on faisait au départ. Au départ, on a fait quelque chose de très visuel avec des microplastiques que vous voyez à gauche, qu'on appelle maintenant les grands microplastiques, qui sont de l'ordre de 5 mm jusqu'à 1 mm à peu près. Et tout ce qui est en dessous d'un millimètre, on appelle ça les petits microplastiques qui sont beaucoup plus difficiles à voir et beaucoup plus difficiles à étudier. Ces petits microplastiques, on s'est déjà rendu compte qu'en nombre, ils étaient jusqu'à 1000 fois plus supérieurs aux grands microplastiques qu'on étudiait depuis avant. Donc en fait, les estimations qu'on avait avant sur les microplastiques, eh bien, en réalité, en fait, on sait qu'en nombre, mais même en masse, et c'est ça qui est particulièrement étonnant, c'est que en fait, vous avez des toutes petites particules qui se distribuent partout. Donc les microplastiques, eux, ils vont plutôt être en surface. Les petits microplastiques, ils vont commencer à couler. Et ceux-là, on les trouve partout dans la colonne d'eau. Et quand on fait le calcul de la masse qu'ils représentent, en fait, ils sont jusqu'à 100 fois plus importants que les grands microplastiques qu'on voyait jusqu'à présent. Aujourd'hui, en fait, on considère que quand on est dans l'océan et qu'on va faire des prélèvements, on ne trouve plus un environnement en fait, qui ne soit pas pollué par ces microplastiques. Il n'y a aucun environnement, en fait, qu'on aille en haut des montagnes jusqu'au fond des abysses, on trouve ces microplastiques partout, et notamment en fait, ces petits microplastiques. Et on a des recherches récentes qui montrent que la concentration et la masse de nanoplastiques est encore plus importante que ces petits microplastiques. Donc aujourd'hui, en fait, on a une pollution invisible qui nous fait changer complètement de paradigme. C'est-à-dire qu'en science, on a une façon de voir. Là, aujourd'hui, on est complètement en train de changer notre façon de voir la pollution plastique. En réalité, on voyait cette pollution plastique qui est très physique, visuelle. La réalité, aujourd'hui, en fait, c'est qu'elle est complètement invisible et certainement dans sa concentration et dans son effet sur les écosystèmes, parce que plus c'est petit, en fait, plus ça va être absorbé par les organismes. Et bien, en fait, la pollution, aujourd'hui, elle est vraiment de plus en plus décrite comme étant une pollution invisible. Dans ce cycle de vie du plastique, ce qui a vraiment défrayé la chronique, c'est les quantités de grands plastiques qu'on voit. C'est ceux qui sont les plus médiatisés. Donc on voit ces images en fait, de puffins ou de baleines qui sont mortes par l'ingestion de ces plastiques. Pourquoi en fait? Parce que c'est des déchets à force de manger en fait, du plastique. Si je mange un chewing-gum, c'est pas bien méchant pour moi. Si je commence à manger la moitié de mon assiette de plastique tous les jours, là je commence à accumuler en fait, dans mes intestins et dans mon système digestif de plus en plus de plastique que j'arrive plus à éliminer. Et ça c'est la cause en fait de la mort de 1,4 million d'oiseaux par an, de 14 000 mammifères par an. Mais en réalité, cette vision-là, elle est un tout petit peu erronée dans le sens, enfin elle est juste, hein, mais dans le sens où c'est vraiment toute la chaîne alimentaire qui est touchée. Et on a pu voir jusqu'au zooplancton, je vous ai parlé de la base de la chaîne alimentaire, en fait, comme on a de plus en plus de ces microplastiques qui ont été révélés, qu'on peut de mieux en mieux les étudier, on se rend compte en fait qu'il n'y a pas un échelon de la chaîne alimentaire qui soit perturbé. Et évidemment, l'homme est perturbé également, on a de plus en plus de données sur cet aspect-là. Ce qu'il faut que vous compreniez bien, en fait, c'est le problème du plastique, c'est essentiellement sa composition chimique. À partir de quand il devient toxique? Le plastique est toxique, non pas par le polymère que vous connaissez, en fait. Le polymère, vous connaissez le polystyrène, le polyéthylène, le polypropylène, et il y a plein de choses qui se passent sur je vais transformer ce polyéthylène pour le rendre plus green, plus vert. Le problème, en fait, du plastique vient pas trop du polymère, sauf du polystyrène qui est un cas particulier en fait, et du PVC qui sont aussi un cas particulier parce qu'ils produisent eux-mêmes en fait, des molécules. Le styrène en fait, est toxique. La majorité de problèmes en fait, vient des additifs chimiques qu'on va mettre à l'intérieur du plastique. Vous savez, un polyéthylène, par exemple, on peut en faire un film plastique, un film d'emballage, mais on peut aussi faire quelque chose de très costaud comme mon ordinateur avec du polyéthylène. Et donc du coup, en fait, qu'est-ce qui se passe entre les deux? C'est le même polymère. C'est simplement parce que j'ai rajouté des additifs chimiques à l'intérieur. Alors j'ai rajouté des stabilisants, des choses qui vont le rendre, des durcisseurs, des antioxydants qui évitent qu'il se dégrade trop vite. Je vais rajouter des colorants, je vais rajouter des retardateurs de flamme parce que je ne veux pas que ça s'enflamme si mon canapé dans mon salon qui est fait en plastique, voilà, il y a des retardateurs de flamme dedans. Chaque usage de nos plastiques, et en fait, vous voyez bien que ça a pris la plupart des usages qu'on a dans notre quotidien, va amener son cortège de molécules chimiques
qui vont être présents en fait dans tout ce que je vais respirer et dans tout ce que les animaux vont devoir faire face. Aujourd'hui, on dénombre plus de 16 000 molécules chimiques dans les plastiques du commerce. On sait que parmi ces 16 000 molécules chimiques, on a au moins un quart qui ont été décrites comme étant toxiques pour les organismes. Et malheureusement, ils sont mis quand même sur le commerce. Il y a à peu près 4% de ces produits toxiques qui sont régulés au niveau mondial. Pour vous dire en fait la quantité de molécules chimiques qu'on autorise en fait dans les plastiques qui sont dans le commerce, qui ont envahi notre quotidien et qui passent en fait toutes les réglementations mondiales. Donc le problème aujourd'hui, maintenant qu'on a mis ça en évidence, alors c'est des articles assez récents, hein, je n'ai pas mis l'article là, mais si c'est l'article de Plaschem de 2024, vous pouvez faire un flashcode si vous voulez voir toutes les références dont je vous parle là. C'est assez récent en fait cette façon de voir les plastiques de petite taille, invisibles, et également comme des véhicules de produits chimiques. Ça, du coup, ça alerte un petit peu sur le cycle de vie complet du plastique parce que depuis sa production, en fait, on se rend compte que le plastique va polluer. Et à partir du moment où je vais incinérer à la fin de vie le plastique, il va aussi polluer. Et ça, c'est pas forcément retenu en fait par des super filtres. La réalité, vous savez très bien en fait que la plupart du temps, nos polluants, on les envoie dans des pays étrangers. Donc c'est le cas aussi du plastique. Il y a à peu près 50% de la poubelle jaune en Europe qui est envoyée dans des pays dits en voie de développement qui doivent s'occuper de nos déchets. Donc c'était beaucoup la Chine avant qui a maintenant refusé en fait les déchets des pays occidentaux. Et maintenant, c'est beaucoup dirigé vers l'Inde, vers des pays comme l'Indonésie, les Philippines. Et donc du coup, en fait, c'est vers ces pays qu'on envoie nos déchets et qui sont soi-disant traités. Alors dans le recyclage, il faut que vous sachiez que par exemple à partir du moment où j'envoie, donc il y a beaucoup d'usines financées par les Chinois qui ont été mis en Afrique parce que en fait quand on fait brûler du plastique, on peut en faire de la chaleur, on peut en faire de l'électricité. Donc à partir du moment où on fait de la chaleur et de l'électricité avec du plastique, on considère que c'est du recyclage. Donc vous voyez le terme de recyclage, on met plein de choses là-dessous. Et en fait, on se rend compte que quand on envoie ces plastiques dans des pays étrangers, ils sont beaucoup moins bien traités que dans nos super usines d'incinération et ils sont souvent enfouis dans l'environnement et ensuite ils repartent. Donc du coup, en fait, on fait face à une gestion des déchets qui n'est pas une réelle gestion des déchets. En fait, on allonge la durée de vie de nos plastiques et en fait, on relargue dans l'environnement en fait tous ces produits chimiques. Alors, après vous avoir bien déprimé, on va parler un petit peu plus des solutions et on va essayer de distinguer le vrai du faux. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit dès le départ, en fait, il y a des enjeux économiques énormes derrière. Il y a des habitudes aussi, d'un point de vue du citoyen, qui sont énormes. Hein. En une ou deux générations, en fait, on a l'impression qu'on ne peut pas se passer de plastique. Donc, la première solution à laquelle j'aimerais bien tordre le cou, c'est l'idée d'une économie circulaire. Et une économie circulaire, qu'est-ce que c'est? C'est je prends une ressource, j'en fais un produit et je le jette. Ça, c'est l'économie linéaire. À partir du moment où je dis que le produit que je jette, je vais le remettre comme étant une ressource, je vais dire que c'est de l'économie circulaire. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le recyclage. Le recyclage dit au départ que d'une bouteille en verre, d'un objet en verre, je vais pouvoir refaire du verre et amener du verre comme étant une ressource. D'accord? Je n'ai pas obligé de reprendre du sable pour faire du verre. Je vais prendre du verre pour faire du verre. Et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien aussi pour les bouteilles en métal. Ça fonctionne très bien parce que les propriétés mécaniques du verre et du métal lui permettent d'être recyclés et d'être réutilisés. Ça n'est pas le cas en fait pour le plastique. À partir du moment où je vais prendre un déchet plastique et que je vais essayer de le réchauffer, les propriétés mécaniques du plastique vont être modifiées et vont faire que je ne pourrai plus réutiliser pour faire de prendre une bouteille en plastique et de réutiliser la bouteille en plastique, d'en faire 100% une bouteille en plastique. Parce que les propriétés mécaniques du polyéthylène terephthalate, donc le polymère lui-même, vont être modifiées en fait pendant ce recyclage. Et le problème que vous avez vite compris, c'est que si je mélange en fait plein de bouteilles ensemble qui ont été faits avec des additifs différents, je vais augmenter l'effet cocktail des additifs que j'ai dedans. Alors, la bouteille en plastique dont je viens prendre l'exemple, c'est le meilleur exemple qu'on sait faire. C'est-à-dire que même si l'usage de la bouteille en plastique n'a aucun sens en France puisqu'on a de l'eau potable et qu'elle est facilement nomadisable, c'est-à-dire que je peux la prendre dans une bouteille en métal ou en verre et je peux la bouger d'un endroit à un autre, je ne suis pas obligé de prendre une bouteille en plastique. C'est la chose qu'on sait recycler le mieux aujourd'hui parce qu'elles sont toutes faites avec le même polymère.
quand je prends mon ordinateur ici, ou ce micro, ou tout ce qu'il y a dans cette salle, elles sont faites en général d'un mélange de polymères qui fait que je ne peux plus ensuite séparer les polymères et je peux plus recycler pour faire telle chose ou telle chose. En fait, j'ai un produit qui est complètement dégradé et mélangé. D'accord, donc vous voyez le problème qu'a à faire face le recyclage. Je ne suis pas en train de dire que le recyclage, c'était pas une bonne idée au départ. Le fait est qu'on se rend compte aujourd'hui de la diversité des plastiques qu'on utilise aujourd'hui. C'est juste impossible à recycler à la fois parce qu'on perd en propriété mécanique, donc ça veut dire qu'on va décycler, c'est-à-dire qu'on perd en qualité et on allonge la durée de vie pour en faire un pare-choc de voiture, mais ce pare-choc de voiture lui-même va relarguer petit à petit en fait tous les plastiques, parce qu'il faut savoir que tous les plastiques, quels qu'ils soient, à partir du moment où je vais les frotter, ils vont relarguer ces fameux microplastiques, ces tout petits plastiques, et c'est pour ça en fait qu'on a des concentrations aussi énormes. Les tout petits plastiques, en fait, ils viennent pas de la dégradation tranquille du pare-choc qui viendrait se casser, qui deviendrait un microplastique dans sa durée de vie, parce qu'il s'est cassé. Non, en fait, dès le départ, les tout petits microplastiques et les nanoplastiques viennent du frottement en fait de n'importe quel plastique. Donc aujourd'hui, on a quelque part une façon de présenter notre gestion des déchets qui pousse le consommateur à croire qu'il peut continuer à consommer son plastique. Vous inquiétez pas, c'est trié derrière. Bon, tri, vous avez compris maintenant ce que ça veut dire. Je trie derrière, ça ne veut pas dire que je recycle. Ça veut dire que j'ai simplement trié en envoyant 40% vers l'incinération, 40% vers je l'enfouis, et puis moins de 10% que j'arrive à décycler. Alors, ce qu'il faut que vous... Du coup, en fait, ce que je raconte ici, c'est que c'est vraiment une façon de réfléchir nos déchets qui est à remettre en question. Aujourd'hui, quand je mets dans ma poubelle jaune et quand je fais des conférences grand public, les gens ils me disent « mais moi je mets dans ma poubelle jaune, je fais mon geste en fait ». Maintenant qu'on a conscience de ça, ça veut dire que l'objectif c'est de réduire sa poubelle jaune. Moi, quand j'ai fait mon calcul pour vous dire que c'est possible, c'est pas pour vous donner un exemple, mais ma poubelle jaune, je la sors tous les 4 mois et elle n'est pas remplie de plastique. Elle est remplie essentiellement de papier et de choses que j'arrive plus à utiliser. D'accord ? Donc, quelque part, ça veut dire que c'est possible. Et après, ça dépend d'un engagement de chacun. Hein. C'est clair que c'est pas évident, en fait, quand on va dans une grande surface tout le temps. Quand on rentre dans la grande surface, qu'est-ce qu'on voit ? Quelques légumes qui ne sont pas emballés, et puis tout le reste est emballé. Et comment je fais avec ça ? Ben, en fait, il faut changer de crèmerie, il faut aller dans les marchés, il faut aller chercher les épiciers du coin. Et quelque part, en même temps, ça veut dire qu'on fait quelque chose à chaque fois qu'on va consommer, on va faire quelque chose d'un acte positif qui va nous faire prendre conscience du fait que, bon, en clé, on a une éco-anxiété qui existe. Il faut pouvoir agir. Et à partir de ce moment-là, en fait, ben, je vais changer de magasin, je ne vais plus aller dans les grandes surfaces et je vais essayer de consommer le plus possible local. Voilà, ça, c'est une des actions qui fait qu'on arrive à se rendre un peu plus acteur, en fait, dans cette situation-là. Une autre solution en fait, qui est beaucoup discutée, c'est les plastiques biodégradables. Alors dans les plastiques biodégradables, en fait, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'ils se dégradent vraiment dans l'environnement? Il y a eu une mode en fait à un moment où on a dit, Ségolène Royal la première par exemple, a dit on arrête les sacs plastiques sauf ceux qui sont biodégradables. Et ceux qui sont dégradables, bon à l'époque c'était au moins, il faut absolument qu'il y ait au moins 30% qui soient biodégradables. Les 70% restants, bon bah voilà. Donc ça veut dire qu'on continue à faire des mélanges. Puis après, l'ambition c'était 50%. Puis aujourd'hui, en fait, on est capable de faire des plastiques complètement avec des polymères qui sont biodégradables. C'est-à-dire que je suis capable de transformer, de faire la même chose, par exemple, qu'un polyéthylène avec un PLA, un acide polylactique, ou le même produit avec les mêmes caractéristiques chimiques. D'accord, mécanique, pardon. Donc ça veut dire qu'il y a des polymères que je suis capable de créer aujourd'hui. On travaille, nous, dans notre laboratoire, en collaboration avec Valérie et d'autres laboratoires. En fait, on est capable de créer des polymères qui sont à base de bactéries et qui seront capables d'être dégradés par des bactéries dans l'environnement. Donc le polymère lui-même est capable d'être dégradé. Mais tout le processus implique des processus chimiques. Hein, même si je fais du bio, quelque chose, en fait, quand je fais ma formation, en fait, c'est pas tout rose. Et puis également, en fait, je vais continuer à mettre des additifs à l'intérieur et je vous ai expliqué que le problème majeur des plastiques, c'est les additifs, c'est pas trop le polymère. Donc je verdis un petit peu ma façon de présenter le plastique en disant je fais faire un plastique biodégradable. Okay ? Alors évidemment, on pourrait se dire oui, mais quand même, en fait, la science est là pour nous aider et pour faire quelque chose qui soit moins impactant sur l'environnement. Donc c'est le cas de ces plastiques biodégradables. Néanmoins, aujourd'hui, la science n'est pas au niveau pour évidemment,
faire des remplacements de tous les plastiques qui existeraient. C'est pas l'idée en fait. Il n'y a pas d'intérêt en fait à faire des plastiques qui deviendraient biodégradables parce qu'il n'y a aucun sens de les jeter jeter un déchet dans l'environnement. Et en plus de ça, on ne résout toujours pas le problème des additifs. Alors par rapport à ça, je voulais par exemple vous parler aussi des alternatives, parce que tout de suite on se dit on veut continuer à consommer comme on consomme aujourd'hui, mais et donc du coup trouvez-nous des alternatives, vous les scientifiques. Donc il y a les biodégradables dont je vous ai parlé, qui ont des avantages et des inconvénients, puis il y a les alternatives de je voudrais en fait ramener la consigne. Aujourd'hui, en fait, un pot de yaourt, alors c'est le dessert favori des Français, tout le monde en a dans ses frigos. Le pot de yaourt, en fait, il n'est pas recyclable parce que, en fait, il est fait de polystyrène, essentiellement à l'intérieur, qui n'est pas un polymère facile à recycler. Mais il n'est pas fait seulement de polystyrène, il est fait aussi de polyéthylène terephthalate glycol pour la colle qui est utilisée pour l'étiquette qui est dessus. Vous voyez qu'on a aussi du papier, de l'encre, du polypropylène dans l'encre. Et puis, on a la petite barquette en aluminium au-dessus. Vous voyez qu'en fait, n'importe quel produit soi-disant plastique, est un mélange de plein de choses, qui fait que les capacités de gestion de ce déchet sont très complexes. En France, je vais marquer la marque, mais je ne vais pas la nommer, cette marque-là, en fait, ne fait pas de récupération en fait, de ces pots de yaourt. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de les recycler, ils n'y arrivent pas. Alors qu'en Allemagne, en fait, la consigne sur les pots de yaourt existe. Et ils utilisent moins de pots de yaourt que nous. Donc là, en fait, il y a un truc où on marche sur la tête, vraiment. On se dit, mais pourquoi ça marche dans un pays et pas dans un autre? Ah, mais parce que les Français, je sais pas quoi, ils ne feraient pas de la consigne. C'est pas du tout vrai, en fait. Voilà. Donc du coup, en fait, on a des alternatives qui existent aujourd'hui, mais encore une fois, la question, vous allez le voir, en fait, n'est pas vraiment là. La question, elle est dans le lien direct, et je vais peut-être passer une diapo que j'aime mieux derrière, voilà, celle-ci. Le lien direct qu'on a aujourd'hui entre la production de plastique et la pollution. Vous le voyez à gauche, en fait, c'est la production de plastique qui a été réalisée et mis en avant certaines marques. Ce n'est pas pour cibler des marques, mais la première, par exemple, qui pollue le plus, c'est Coca-Cola, Danone, Mars. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? C'est le côté alimentaire qui pollue le plus, qu'on produit le plus et qui pollue le plus, qu'on retrouve le plus dans l'environnement. Ensuite, on a tout ce qui est habillement, puis ensuite, on a la cosmétique. Donc, ça veut dire qu'on sait aujourd'hui que plus on va produire de plastique, plus on va avoir de pollution. Comment on le voit, la pollution, simplement, en fait, on a énormément d'initiatives dans le monde qui permettent de savoir qu'est-ce qu'on retrouve dans l'environnement et de permettre de cibler, en fait, là on est au niveau des macrodéchets, c'est assez facile à identifier, et on arrive à savoir la quantité de pollution qui est présente. Quand on voit ce lien de corrélation, ce lien direct qu'il y a entre la production et la pollution, la seule alternative aujourd'hui, c'est de réduire la production mondiale de plastique. C'est un message qu'on lance depuis une dizaine d'années, et en fait, depuis 2015, on a multiplié par 2 la production de plastique. Donc aujourd'hui, on est en train de dire, OK, il faut réduire, mais réduire plus que 50%, parce que si je réduis à 50%, j'arrive à 2015. D'accord? Donc c'était le chiffre qu'on a publié ici, là. Les différents scénarios qui pourraient, on réduit, mais on réduit combien? Et en fait, l'avis des scientifiques aujourd'hui, c'est de dire mais il faut réduire largement plus que 50%. C'est même pas la question du 50%, puisque ça veut dire qu'on reviendra à 2015, on sait déjà qu'on avait un impact. Vous vous rendez compte en fait que la réduction du plastique, de la production de plastique mondiale, devrait être énorme pour résoudre en fait un problème de pollution majeur de notre environnement. Et là, c'est pour ça que j'ai ramené ça dans le contexte du traité mondial du plastique. C'est le seul espoir aujourd'hui qu'on a de voir en fait une réduction majeure de la production mondiale de plastique. Et vous voyez en fait que ça a des enjeux économiques et géopolitiques qui sont énormes. Une chose qui est importante, en fait, c'est le principe de ce qu'on appelle l'essentialité. C'est quelque chose qui a sauvé un petit peu la couche d'ozone. Quand on a commencé, vous vous rappelez peut-être, on utilisait beaucoup d'aérosols qui étaient très mauvais en fait pour la couche d'ozone, qu'on a réussi à arrêter parce qu'ils n'étaient pas essentiels. Aujourd'hui, on essaie d'utiliser, au lieu d'utiliser tout le temps le terme de réduction qui hérisse le poil de plein de pays, on essaie d'amener la réflexion sur l'essentialité. Qu'est-ce qu'on a besoin vraiment? À quel point, et c'était la remarque tout à l'heure sur la pollution, à quel point un produit polluant est vraiment essentiel pour la santé humaine, pour notre façon en fait de gérer avec l'environnement,
de notre séparation qu'on fait avec notre environnement. Donc en fait, on est capable aujourd'hui de dire ce qui est essentiel, qui ne l'est pas. Aujourd'hui, il y a évidemment en fait beaucoup de travaux qui ont été faits avec les gouvernements, et notamment le gouvernement français et l'implication des scientifiques français sur la loi AGEC. La loi AGEC, en fait, elle a pour objectif d'interdire les emballages d'ici 2040. 2040, ça vous paraît loin, mais quand vous voyez la quantité d'emballage qui est utilisée aujourd'hui, il va falloir qu'on s'accroche pour vraiment tenir cet objectif-là. Les emballages, en fait, et les plastiques à usage unique, comme je vous le disais, c'est la source majeure de pollution. Donc, en fait, on est capable de dire, bon, il faut réduire absolument par secteur. Le secteur de l'emballage, c'est un secteur important. Le secteur de la science, c'est en pleine discussion aussi. C'était la remarque qui avait été faite. OK, vous êtes bien sympa, mais vous utilisez vachement de plastique dans vos labos. Donc, en fait, il y a vraiment une réflexion qui se fait secteur par secteur pour essayer de réduire et où est-ce qu'on peut réduire. Donc, ça, c'est des travaux et des études scientifiques qu'on est en train de mener pour pouvoir dire par secteur où est-ce qu'on va réduire. Et ça, c'est un boulot énorme, mais qui est fait en relation à la fois avec des chimistes, des physiciens, des biologistes. Ça demande une multidisciplinarité pour travailler avec les modélisateurs qui pourront prédire en fait sur tel secteur, si je réduis de temps, est-ce que c'est faisable, pas faisable, comment ça va se passer en fait, au niveau alimentaire, au niveau de la santé humaine, etc. Je vais vite sur la transparence et la réduction de ces additifs chimiques. En fait, on a créé une liste noire des produits chimiques qui devraient être interdits et qui ont été mis dans le traité mondial du plastique pour réduire en fait la toxicité de ces plastiques. Pour nous, c'est un enjeu majeur. On travaille beaucoup entre chimistes, biologistes pour essayer de montrer la toxicité de ces plastiques. Évidemment, on est capable aujourd'hui de faire une liste noire. Et cette liste noire, pour l'instant, elle a l'air bien acceptée par tous les pays. Vous avez compris, en fait, l'objectif majeur aujourd'hui, c'est à la fois de réduire la production mondiale de plastique, mais aussi réduire notre consommation de plastique à partir du moment où on forme énormément de jeunes. On travaille beaucoup en fait dans les écoles, on travaille beaucoup à faire de la vulgarisation scientifique. Ce que disait Valérie sur tous nos passages dans la presse, en fait, ils ont pour objectif vraiment de faire passer le message de la réduction de notre utilisation du plastique et de donner des informations les plus indépendantes possibles en fait, et les plus vraies possibles sur cette question de la pollution. Je vous propose également 2 ouvrages en fait, qui ont été publiés cette année, à la fois aux éditions Sorbonne Université et aux éditions Quae, qui ont regroupé, en fait, ça c'est vraiment des articles, des livres qui ont été co-créés par plus de 40 scientifiques pour chacun des ouvrages. Et qui font un état des lieux en fait, de cette pollution plastique et qui nous poussent, nous, scientifiques, de plus en plus à rentrer dans un débat public. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Jean-François. C'était une belle introduction au débat qu'on aura ce soir.